bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui, dans toutes ses réalités, ses contradictions, la Russie d'aujourd'hui, pays dans lequel je vis et travaille, pays dans lequel je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et pays dans lequel j'accompagne depuis 2020 les particuliers qui ont des projets de vie et de travail avec la Russie. Je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle la Ruspatriation. La Ruspatriation, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien vers la Ruspatriation, et vous pouvez aussi télécharger mon livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui, puisque j'ai écrit un livre blanc où je parle de la Russie d'aujourd'hui, et vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe, qui est la newsletter que j'écris tous les mardis et dans laquelle je parle de Russie. Vous êtes près de 7000 maintenant à la recevoir. Merci beaucoup, et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube, partager cette vidéo, mettez un pouce, likez comme on dit en anglais, et surtout me suivre sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur YouTube bien sûr, mais aussi sur X et sur Instagram pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la Russie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe réellement dans la Russie d'aujourd'hui. On va parler de l'élection présidentielle russe qui va se tenir à la fin de cette semaine et ce week-end. L'élection présidentielle russe qui est déjà source d'articles absolument farfelus, mensongers de la presse française sur la Russie. Et moi, je vais vous parler un petit peu du contexte, de l'ambiance, et je ferai une série de vidéos sur la présidentielle. On ira voir l'ambiance lors du jour du vote. L'élection va se tenir sur 3 jours. On va aller se balader, on va faire une vidéo aujourd'hui sur l'avant-élection, on va faire une vidéo pendant l'élection et on fera une vidéo après l'élection. Et on verra si nos prédictions sont bonnes et si mes prédictions sont justes. Et je vous fais une prédiction: Poutine va être élu président de la Fédération de la Russie avec un score honorable d'au moins 70% et 75% peut-être, et une participation qui sera sans doute de 70%. Voilà, ça c'est ce qui va se passer. Et quoi qu'en pensent les pays occidentaux, ça va être le choix souverain du peuple russe qui va majoritairement aller voter pour le président en poste, Vladimir Poutine. Alors, évidemment, on va me dire, mais oui, mais Alexandre, il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas d'opposition. Navalny a été tué, les candidats des partis démocratiques et libéraux n'ont pas pu se présenter. Et donc, effectivement, la dictature, Poutine, le Mordor, Poutine empêche les opposants de se présenter, etc. Alors c'est pas faux, mais le problème c'est que c'est pas vrai. Le problème c'est que, en fait, lorsqu'il y a eu le début de la campagne présidentielle, il y avait à peu près, je vous filme derrière la fin de la neige, il y avait 17 candidats qui ont déposé une investiture pour pouvoir en fait se présenter. Et puis évidemment il y avait des candidatures très farfelues, donc finalement la commission électorale a gardé 11 candidatures. Et de ces 11 candidatures, elle n'en a finalement accepté que 4. Il y avait des candidatures farfelues, il y avait une blogueuse peu connue, il y avait un intellectuel qui est ultranationaliste, il y avait un candidat d'extrême gauche, il y avait des candidats qui étaient des élus locaux ou des blogueurs qui voulaient faire une espèce de campagne pour sans doute plutôt faire apparaître sur la photo des thèmes liés à l'écologie. Donc globalement il y avait des candidatures farfelues. Puis il y a une candidature qui a fait un petit peu, comment on peut dire, un peu de bruit. C'est la candidature d'un candidat libéral, Nadiochny, qui était crédité de plusieurs pourcents, peut-être 5, 6, 7% des voix, et sa candidature a finalement été refusée. Pourquoi elle a été refusée? Alors évidemment dans la presse, on a dit que c'était le candidat de la démocratie, le candidat du bien, le candidat du parti du bien en fait, le candidat d'une Russie qui voulait ressembler à l'Occident, et donc effectivement la commission électorale lui a refusé l'investiture au motif qu'il y avait un non-respect des proportions de gens mariés, pas mariés, qu'il y a eu des gens décédés qui ont re-signé, etc. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu un petit crochet, un petit coup de patte politique du pouvoir central, du pouvoir russe, de la ressource administrative du pouvoir politique russe en place actuellement pour écarter sa candidature. Pourquoi? Mais pas du tout parce qu'il avait un risque de gagner l'élection ou de battre Poutine. Évidemment que non. Alors, il fait 6%. Je rappelle que
Navalny était crédité de 2% à la présidentielle 2018 quand même, par les instituts de sondage occidentaux et agents étrangers. Donc il n'y a pas malheureusement pour les occidentaux, il n'y a pas d'opposition politique. Donc le candidat Nadejnin était crédité peut-être de 4, 5, 6% et ça aurait rien changé en fait. Le truc, c'est que c'est quelqu'un qui avait pris position pour l'arrêt de la guerre, que la Russie recule, que la Russie arrête le conflit, entame des pourparlers avec l'Ukraine, donc une position drapeau blanc en fait. Et ça n'a pas de place dans l'espace public russe aujourd'hui. C'est déjà pas soutenu par la population, mais surtout ça n'a pas de place, et ça n'a pas à avoir de place. Je fais une comparaison symétrique. Emmanuel Macron a convoqué les représentants des partis politiques, et puis après on a eu des espèces de succession de pitreries des politiciens français à l'Assemblée nationale pour parler du dossier ukrainien. Et tout le monde a dit la même chose. Gabriel Attal a dit Slava Ukraini. Incroyable ça. Et même Marine Le Pen a accusé la Russie d'avoir déclenché la pire guerre en Europe. Oui au soutien à l'Ukraine. Donc en fait, dans le spectre politique français, ben, tout le monde est pour le soutien à l'Ukraine. Tout le monde est aligné. Tout le monde est pour défendre l'Ukraine contre la Russie. Si un candidat devait dire aujourd'hui non, un candidat français, imaginez. Moi, je suis pour la victoire de la Russie. Je suis pour que la Russie gagne cette guerre. La Russie a raison, la Russie est dans son droit. C'est une provocation américaine qui divise l'Europe. Je suis pour la victoire russe. Ben, moralement, les Français vont dire mais ça n'a pas lieu d'être ça. Eh bien en Russie, c'est pareil de l'autre côté. Les gens qui disent faut qu'on fasse marche arrière, qu'on négocie, limite faut qu'on se rende, ben ça n'a pas lieu d'être. C'est une symétrie. Mais la grande différence, c'est que c'est la France qui se prétend être une démocratie et la Russie ne dit pas nous on est une démocratie, tout le monde peut parler, tout le monde a le droit. Non. Donc en fait l'hypocrisie est du côté français si on fait ce comparatif là. D'accord? Donc après sur les candidats qui sont gardés en fait. Ben en fait, le système politique russe, il n'est pas comme le système politique français. Il est centrique. Donc il y a la machine de gouvernance. Elle est centrique autour de Vladimir Poutine, un parti qui s'appelle Russie Unie, d'un parti plus large qui s'appelle le Front Populaire Pan-Russe. Donc il y a tout ce qu'on appelle cette ressource administrative très puissante qui tient en fait l'État russe. Et donc évidemment qu'elle cannibalise les élections, et évidemment que contre cette machine administrative, avec l'inertie qu'elle a prise aujourd'hui, il est très difficile d'aller, puisque les frontières de cette machine administrative ne sont pas très claires, parce que les rouages sont invisibles, etc. Donc c'est très compliqué, il faudrait détruire le système en son entier, et en rebâtir un dessus, et la Russie, comme a dit Poutine, a eu sa dose de révolution, donc les Russes n'en veulent plus. Donc cette machine centrale, centrique de gouvernance, autour d'elle, elle a des périphéries plus ou moins loin, des périphéries plus ou moins éloignées, des périphéries avec lesquelles elle a plus ou moins d'étanchéité ou de vases communicants. Et ben, j'avais déjà expliqué cette logique des cercles. Il y a un cercle de gouvernance accepté, c'est l'opposition acceptée, l'opposition dite de gouvernance, avec des gouvernances locales, régionales, fédérales, des ministres, etc. Donc des ministères, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui en quelque sorte participent à la gouvernance tout en ne cautionnant pas complètement, officiellement et officieusement tout ce que fait la gouvernance. C'est deux gros partis que sont le Parti communiste de la Fédération de Russie, le parti historique, et le parti nationaliste de feu Zhirinovsky, le LDPR. C'est les trois pieds du tabouret qu'est le système politique russe en fait. Voilà. Et puis, souvent, au cours des dernières 15-20 années, on a eu ci et là un candidat d'un parti un peu plus central, centriste, un peu plus libéral, un peu plus pondéré, un peu plus... Donc voilà. Et il y avait avant Yabloko, il y avait des partis comme ça, et aujourd'hui c'est Jean Nouveau. Voilà, donc vous avez aujourd'hui 4 candidats, vous avez le président en exercice qui est sans étiquette, vous avez le candidat du Parti communiste, vous avez le candidat du Parti nationaliste LDPR, et vous avez le candidat on va dire libéral, centriste libéral, de Parti Jean Nouveau. Donc voilà, vous avez 4 candidats. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, de toute façon, le candidat du Parti communiste, c'est un candidat vieux, je crois qu'il a 76 ans, c'est le plus vieux des 4. Il est extrêmement austère. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce candidat, mais en fait, le Parti communiste se saborde complètement. Avec ce choix. De toute façon, le Parti communiste, hormis dans certaines régions, de plus en plus maintenant identifiées,
Le Parti communiste est en vraie perte, perte de vitesse. Il y a une transition de génération aussi, et puis il y a le fait que c'est un parti d'opposition et de contestation de Poutine, mais tout en étant dans un statut d'opposition qui participe à la gouvernance. Donc il y a un statut un peu bancal, et de toute façon, toute la rhétorique, on va dire, qui pourrait plaire sur le point de vue social, grandeur de l'État, etc., toute la rhétorique qui pourrait être une rhétorique appartenant aux penseurs communistes et à l'idéologie d'un parti communiste, elle est en quelque sorte dans la sphère de gouvernance par Poutine, par Russie unie, etc. Donc la sève qui nourrissait le parti communiste, elle a disparu, elle a été en fait aspirée par la machine de gouvernance. D'accord? Après, il y a un deuxième gros parti. Le deuxième gros parti, c'est le LDPR. Le LDPR, le Parti libéral-démocrate, c'est un parti nationaliste dont le candidat, alors c'était longtemps le dinosaure Vladimir Zhirinovsky, et là aujourd'hui le nouveau candidat c'est Leonid Slutsky. Il est jeune, je crois qu'il a 56 ans, 57 ans, mais bon, voilà, il a dit que lui, ce qui l'intéressait, c'est la victoire de la Russie dans l'opération militaire spéciale, et que Poutine était un bon candidat. Donc voilà, c'est une espèce d'opposition qui existait fortement visuellement avec Zhirinovsky. Aujourd'hui, les idées nationalistes, on va dire patriotes, souverainistes du LDPR, elles sont toutes dans Russie unie. Donc la place sur l'échiquier politique que peut encore avoir le LDPR, elle est de plus en plus réduite. Parce que la machine de gouvernance, la Russie administrative, Russie unie, Общий народный front, le Front populaire, tout ça, ça tourne de plus en plus patriotique et de plus en plus pro-russe, affirmé, identitaire, civilisationnel. Donc de toute façon, la place à droite de l'échiquier politique, elle est de plus en plus remplie par le parti central, par le parti de gouvernance. Et c'est pareil à gauche, dans un sens, toutes les thématiques sociales d'intervention de l'État, de protection des corps constitués ou de promotion des corps constitués, ou tout ce qui concerne en fait la défense des personnes âgées, toutes les thématiques un peu sociales au sens large, elles sont elles aussi complètement cannibalisées par l'outil de gouvernance qui est au pouvoir actuellement. Donc les places qu'il y a à droite, à gauche, au-dessus, dessous, sur l'échiquier politique, elles sont de plus en plus réduites parce que la machine centrale grossit, s'épaissit, le cercle devient de plus en plus large, il est de plus en plus fort et il laisse de moins en moins de place. Voilà. Alors il y a le parti Jean Nouveau, c'est pas inintéressant, c'est des libéraux conservateurs, libéraux patriotes, on peut appeler ça, et donc sans doute, moi c'est pas à exclure que son candidat soit deuxième aux élections, après Poutine avec peut-être 8-10%. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus très très fort au sein de la Fédération de Russie, c'est que tout le monde va voter Poutine en fait. Tout le monde va voter Poutine parce que le moment est ce qu'il est, il est particulier, parce qu'il y a le contexte d'agression occidentale contre la Russie qui a commencé en 2014 quand même, que dans quelques jours on va fêter les 10 ans du rattachement de la Crimée. Et donc il y aura tout un symbole, et que tout ça c'est Poutine en fait. Et donc que la Crimée soit redevenue russe, s'appelait aux Russes en fait. Donc et que les terres historiquement russes de l'ex-Ukraine et de la Nouvelle-Russie reviennent à la Russie, finalement c'est ce que veulent les Russes. En plus de savoir c'est ce que veulent la majorité des gens de ces territoires, mais c'est ce que veut la majorité des Russes, ça leur semble être le bon sens, la logique et l'histoire revenue à la norme. Et la fin d'une période qu'on a connue, la décomposition de l'Union soviétique, après la décomposition de la Russie, non c'est fini. Maintenant c'est la dynamique inverse. C'est-à-dire que à travers la Russie, rejaillit et renaît le monde russe. Et pour les Russes, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, pour les Russes, ça c'est normal. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc ils voteront Poutine. Donc Poutine va faire 70% au premier tour. Il y aura 70% de participation, il va faire 75%. Et c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'imaginer qu'ils vont truquer les élections, qu'ils vont bourrer les urnes. Non. Il y a toujours aux élections russes, ci et là, des espèces d'élus locaux qui veulent se faire particulièrement bien voir. Alors eux, ils décident d'eux. Ouais, il y a ça. Il y a ça un peu. Mais bon, voilà. Ça veut dire que sans ça, il aurait fait 65%, le 75%. Ouais, peut-être. Ça change rien. Ça change rien à la dynamique fondamentale qui est que les Russes votent Poutine et vont voter Poutine. Et donc, en fait, c'est comme ça. Et la vérité, c'est que les 2-3 discours qu'il a fait pendant la période dite de campagne électorale, Poutine n'a participé à aucun débat parce qu'il travaille,
Et donc les 2-3 discours qu'il a fait ont été des discours fleuves, des discours très importants, des discours qui en fait permettent de conceptualiser les projets pour les 5, 6, 7 prochaines années, pour le prochain mandat, en fait le dernier mandat. C'est des projets d'infrastructure absolument gigantesques, c'est des projets de réaffirmation civilisationnelle gigantesques, des projets nationaux concernant les gens, le patriotisme, la jeunesse. C'est la modernisation des services publics toujours plus forts, c'est la modernisation de l'armée avec des armes toujours plus développées, plus hypersoniques. C'est des projets d'infrastructure absolument mais incroyables sur des routes dans le sud qui vont être traverser des montagnes, ça va être 3/4 de route sur un pan dans le sud, ça va être des tunnels. Ils vont faire une autoroute qui va permettre de rejoindre Moscou et Vladivostok. Ils vont faire je ne sais pas combien de nouveaux aéroports, de nouveaux technoparcs, de nouveaux campus, de nouvelles facs, créer des nouvelles matières, faire des nouvelles villes. Qu'est-ce que vous voulez vous opposer à ça? Quel est le candidat qui va dire attendez moi j'ai un autre programme, c'est mieux? Il n'y en a pas. Et puis quel est le candidat qui pourrait avoir plus d'idées? Quel est le candidat qui pourrait être plus une jonction entre tout ce dont toute la population russe peut avoir besoin? C'est impossible. C'est impossible. Poutine est de droite, de gauche, libéral, patriote, multilatéraliste, européen, eurasien. Il est tout en même temps en fait. Poutine est tout. Et donc Poutine en étant tout, en étant cette multifacette, il représente parfaitement ce qu'est la Russie aujourd'hui. Quelque chose de multiple, de varié, d'être différent. Et les Russes, les Russiens, les habitants de la Fédération de Russie s'associent à Poutine parce qu'ils leur ressemblent. Et que les 50 nuances de discours de Poutine, eh ben c'est 50 nuances de discours qui touchent les 50 nuances de type de citoyens de la Fédération de Russie, les 50 nuances de Russiens. Et même la nouvelle catégorie, les Frussiens. Même les Frussiens, eh ben ils vont majoritairement voter Poutine. On a fait un sondage au sein des Frussiens, près de 100 personnes, ben 85% des Frussiens vont voter Poutine. Voilà, donc les Frussiens, eh ben ils sont en fait comme les Russiens et comme les Russes. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait c'est pas la peine de prendre le temps de lire les milliers d'articles torchons que la presse torchon va pondre. La réalité ici, elle est celle-là. Ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas, mais ils n'ont pas le choix, et souvent on ne leur demande pas leur avis en fait. Donc en fait, ici, c'est ce qui va se passer. C'est l'élection de Vladimir Poutine. Et par conséquent, voilà, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Ici, vous voyez en Russie, il fait 4 degrés. Il fait beau. C'est le printemps. Vous voyez, la neige est en train de fondre. C'est le printemps. Le printemps, le mois de mars. C'est le printemps russe. Et ça tombe bien parce qu'on va fêter les 10 ans du printemps de Crimée. Et l'atmosphère qui règne, c'est que cette semaine, c'est la fin de Maslenitsa. Vous savez, c'est la semaine des blinis et des crêpes. Et donc ce week-end, on va aller fêter la fin de Maslenitsa. Il y a la fin de la semaine de Maslenitsa, l'avènement du printemps, les élections, et après les 10 ans, en fait, de fête, les 10 ans de retour de la Crimée à la mère patrie. Voilà. Et derrière moi, vous pouvez voir le monastère Novospassky. Beau, hein? Voilà. Donc dans une Russie apaisée, avec une gouvernance établie pour les prochaines années, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est entamer votre ruspatriation. Suivez-moi sur YouTube, partagez cette chaîne, partagez cette vidéo. Suivez-moi sur Telegram, vous êtes près de 8000 maintenant sur Telegram, c'est incroyable, on était 5000 à la fin décembre. Ça augmente, merci vraiment à tous de me suivre. Posez-moi vos questions encore, je répète, écrivez-moi, je referai une vidéo sur les questions-réponses. Venez visiter la Russie, contactez-moi pour le voyage, contactez-moi pour venir faire du ruspatourisme, venir appréhender les réalités russes, venez voir l'âme russe sous 20 000 sanctions, à quoi ça ressemble, ça va beaucoup vous plaire. Et venez voir à quoi ressemble le nouveau monde et le seul BRICS européen, la Fédération de Russie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.